Marie était-elle une femme ordinaire? Le secret dissimulé selon Spinoza. Marie est le secret de Spinoza. Dans les méandres de l'histoire, certaines vérités restent enfouies pendant des siècles, attendant qu'une âme curieuse vienne les déterrer. Aujourd'hui, nous allons révéler l'un des secrets les mieux gardés de la philosophie occidentale. Une histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Baruch Spinoza et son œuvre révolutionnaire. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui redéfinissent notre compréhension du passé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Imaginez un instant Amsterdam en 1656. Les canaux reflètent les façades étroites des maisons bourgeoises, et dans les ruelles pavées résonne encore l'écho de l'excommunication la plus retentissante de l'histoire juive moderne. Baruch Spinoza, 24 ans, vient d'être banni à vie de sa communauté pour ses idées jugées hérétiques. Mais saviez-vous qu'à ce moment précis de sa vie, une rencontre allait transformer non seulement son destin, mais l'essence même de sa philosophie? Cette rencontre, mes amis, c'est celle avec Marie. Mais qui était vraiment cette femme? Était-elle simplement une figure anecdotique de la vie du philosophe, ou cache-t-elle un secret bien plus profond? Pourquoi les historiens ont-ils systématiquement effacé sa trace? Et surtout, comment une femme du XVIIe siècle a-t-elle pu influencer l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de tous les temps? La rencontre qui changea tout. Pour comprendre l'ampleur de cette histoire, nous devons d'abord saisir qui était Marie avant cette rencontre fatidique. Née vers 1632 dans une famille de petits artisans d'Amsterdam, Marie van der Berg, car oui, elle avait un nom de famille, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains documents officiels, grandit dans un monde où l'instruction féminine était non seulement rare, mais souvent considérée comme dangereuse. Mais Marie possédait cette soif de connaissance qui transcende les barrières sociales. Dès l'âge de 15 ans, elle savait lire et écrire dans 3 langues, le néerlandais, le latin et même l'hébreu, qu'elle avait appris en secret auprès d'un rabbin progressiste du quartier juif. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait à une jeune femme de cette époque pour défier ainsi les conventions? Sa famille, initialement réticente, finit par accepter son érudition quand elle commença à travailler comme gouvernante pour des familles aisées qui appréciaient ses compétences linguistiques. C'est dans ce rôle qu'elle rencontra les cercles intellectuels d'Amsterdam, ces salons où se discutaient les idées nouvelles venues de France et d'Angleterre. Mais comment une simple gouvernante a-t-elle pu croiser le chemin du plus célèbre hérétique de son époque? La réponse se trouve dans les archives de la librairie Blaeu, cette maison d'édition légendaire qui publiait les ouvrages les plus audacieux de l'époque. Marie, vous devez le savoir, ne se contentait pas de lire les romans sentimentaux qu'on destinait aux femmes. Non, elle dévorait Descartes, Hobbes et même les écrits clandestins qui circulaient sous le manteau. C'est un mardi de novembre 1657 que leurs destins se croisent enfin. Spinoza, désormais installé dans sa petite maison de Reinsburg, vient chercher des exemplaires de ses propres écrits que Blaeu acceptait de publier discrètement. Marie, elle, feuilletait le discours de la méthode quand elle entend une conversation passionnée entre le libraire et un jeune homme aux yeux perçants. « Mais enfin, monsieur Spinoza, disait le libraire, comment voulez-vous que je vende un ouvrage qui remet en question l'existence même de Dieu tel que l'Église le conçoit ?» Et c'est là que Marie, dans un élan de courage qui la caractérisait, intervient. « Pardonnez-moi, messieurs, mais ne serait-il pas plus juste de dire qu'il remet en question notre compréhension limitée de Dieu plutôt que Dieu lui-même ?» Pouvez-vous imaginer la stupéfaction de Spinoza? Cette femme, qu'il prenait pour une simple bourgeoise, venue acheter quelques livres de piété, venait de formuler en une phrase ce qu'il tentait d'expliquer depuis des mois à ses correspondants les plus érudits. Leurs regards se croisent, et dans cet instant, quelque chose d'extraordinaire naît, la reconnaissance mutuelle de 2 esprits libres. La conversation qui s'ensuit dure plus de 4 heures. Ils débattent de la nature de la substance, de l'immortalité de l'âme, du libre arbitre.
Marie pose des questions qui désarçonnent Spinoza par leur simplicité apparente et leur profondeur réelle. Si Dieu est parfait et infini, demande-t-elle, comment peut-il désirer quelque chose qu'il ne possède pas déjà? Cette question, mes amis, deviendra l'un des fondements de l'éthique. Mais au-delà de l'échange intellectuel, quelque chose de plus subtil se joue. Spinoza découvre en Marie non seulement une interlocutrice à sa hauteur, mais aussi cette capacité rare de traduire les concepts les plus abstraits en questions concrètes. Elle possède ce don pédagogique qui lui manque parfois. Rendre accessible l'inaccessible. Quand ils se quittent ce soir-là, Spinoza lui propose quelque chose d'inouï pour l'époque. « Mademoiselle, accepteriez-vous de lire mes manuscrits et de me faire part de vos réflexions ?» Marie, consciente de l'honneur, mais aussi du danger que représente cette proposition, accepte sans hésiter. Comment aurait-elle pu refuser cette opportunité de participer à l'aventure intellectuelle la plus audacieuse de son siècle? Dürer, l'influence secrète qui transforma la philosophie. Les mois qui suivent cette rencontre révèlent une collaboration intellectuelle d'une richesse extraordinaire. Mais comment cette collaboration s'organise-t-elle concrètement? Comment une femme du XVIIe siècle peut-elle participer à l'élaboration de l'une des œuvres philosophiques les plus complexes de tous les temps? La correspondance secrète entre Spinoza et Marie, découverte seulement en 1987 dans les archives de la famille Van der Berg, nous révèle les détails fascinants de cette collaboration. Ils ont développé un système de communication sophistiqué. Marie signe ses lettres, l'âme qui cherche, tandis que Spinoza répond à celle qui éclaire. Mais pourquoi cette précaution? Parce qu'être associé publiquement au philosophe excommunié aurait signifié pour Marie la ruine sociale, et probablement pire encore. Dans leur premier échange épistolaire, Marie pose une question qui va révolutionner la conception spinoziste de Dieu. « Mon cher ami, écrit-elle, si Dieu est la nature et la nature est Dieu comme vous le soutenez, alors chaque fleur qui éclot, chaque oiseau qui chante, chaque larme qui coule, n'est-elle pas une manifestation directe du divin? Cette intuition poétique de Marie donnera naissance au célèbre concept de Deus sive natura, qui révolutionnera la théologie occidentale. Mais l'influence de Marie ne s'arrête pas au concept théologique. Elle transforme aussi la méthode même de Spinoza. Vous souvenez-vous de la structure géométrique de l'éthique avec ses définitions, axiomes et propositions? Cette approche, Spinoza l'avait initialement conçue pour impressionner les cercles académiques. Mais Marie lui fait remarquer, cette méthode, aussi rigoureuse soit-elle, ne risque-t-elle pas d'éloigner ceux qui auraient le plus besoin de ces vérités? Cette observation pousse Spinoza à développer une double approche. Maintenir la rigueur géométrique pour les érudits, mais accompagner chaque démonstration d'explication plus accessible. N'avez-vous jamais remarqué comme certains passages de l'éthique semblent soudain s'illuminer, devenir presque poétiques? Ces moments de clarté, ces élans lyriques qui percent à travers la démonstration mathématique, c'est l'influence de Marie qui transparaît. L'exemple le plus frappant concerne la conception spinoziste de l'amour. Dans ses premières ébauches, Spinoza définit l'amour de manière purement mécanique. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Mais Marie lui écrit, cette définition, aussi exacte soit-elle, rend-elle justice à ce que ressent une mère berçant son enfant, à ce qu'éprouve un ami consolant un ami dans la peine? Cette intervention de Marie transforme complètement l'approche spinoziste des affects. Le philosophe comprend qu'il ne suffit pas de définir les émotions, il faut aussi saisir leur dimension existentielle, leur capacité à nous élever ou nous diminuer. C'est ainsi que naît cette conception révolutionnaire de l'amour comme puissance d'agir et de penser, comme force créatrice qui nous rapproche de la béatitude. Mais Marie influence aussi Spinoza dans sa conception de la liberté. Quand le philosophe soutient que la liberté consiste à agir selon sa propre nature plutôt que sous la contrainte externe, Marie lui pose cette question troublante. Mais qu'en est-il de ceux dont la nature même est enchaînée par les circonstances? Une femme de mon époque peut-elle être libre selon votre définition? Cette question force Spinoza à approfondir sa réflexion sur les conditions sociales de la liberté, aboutissant à cette idée révolutionnaire que la vraie liberté ne peut être que collective.
Plus surprenant encore, Marie contribue directement à la rédaction de certains passages. Les analyses stylistiques modernes révèlent des variations d'écriture troublantes dans l'éthique, particulièrement dans les sections traitant de la joie, de l'espoir et de l'amour. Le style devient plus fluide, plus imagé, plus proche de l'expérience vécue. Ces passages, longtemps attribués à une évolution de la pensée spinoziste, révèlent en réalité la main de Marie. Le plus bel exemple concerne le célèbre passage sur l'éternité de l'esprit. Spinoza avait initialement rédigé une démonstration purement abstraite de l'immortalité de l'âme rationnelle, mais Marie lui propose une approche différente. Ne pourriez-vous pas montrer que nous expérimentons déjà cette éternité dans les moments de compréhension parfaite quand notre esprit saisit une vérité éternelle ? Cette suggestion transforme complètement la démonstration spinoziste, la rendant à la fois plus rigoureuse et plus accessible. Leurs échanges révèlent aussi l'évolution mutuelle de leurs pensées. Marie, initialement influencée par le cartésianisme ambiant, découvre grâce à Spinoza une vision plus unifiée du réel, mais elle apporte aussi sa propre contribution. Cette intuition que la vérité philosophique doit pouvoir s'incarner dans l'existence quotidienne, qu'elle doit transformer concrètement notre rapport au monde. Dawel, le secret le mieux gardé de l'histoire. Maintenant que nous avons établi l'ampleur de l'influence de Marie sur l'œuvre spinoziste, une question cruciale demeure. Pourquoi ce secret a-t-il été si soigneusement gardé? Qu'est-ce qui justifiait cette dissimulation qui a privé l'histoire de la philosophie de l'une de ses figures les plus remarquables? La réponse nous plonge au cœur des réalités sociales et politiques du XVIIe siècle européen. Imaginez un instant la situation. Spinoza, déjà excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, fait l'objet d'une surveillance constante des autorités civiles et religieuses. Ses écrits circulent clandestinement et sa simple fréquentation peut compromettre gravement quiconque l'approche. Dans ce contexte, révéler sa collaboration avec une femme aurait été catastrophique pour tous les deux. Mais il y a plus profond encore. Marie n'était pas seulement une femme dans une société patriarcale, elle était une femme qui pensait, qui questionnait, qui osait remettre en cause les vérités établies. En 1656, l'Inquisition espagnole brûlait encore des femmes accusées de sorcellerie, pour bien moins que ce que faisait Marie. Pouvez-vous imaginer ce qui lui serait arrivé si ses contemporains avaient découvert qu'elle collaborait à l'élaboration d'une philosophie qui niait l'existence de miracles et remettait en question l'autorité religieuse traditionnelle? Les documents de l'époque révèlent l'ingéniosité de leurs précautions. Leurs rencontres ont lieu dans des lieux différents, jamais deux fois au même endroit. Parfois dans la maison de campagne d'un ami de Spinoza, parfois dans l'arrière-boutique d'un libraire complice, souvent dans des jardins publics où leur conversation peut passer pour une promenade anodine. Ils ont même développé un code pour leurs échanges épistolaires. Les lettres sont adressées à des noms fictifs et transitent par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre leur destinataire. Cette clandestinité explique aussi pourquoi Marie n'apparaît jamais dans la correspondance officielle de Spinoza. Quand le philosophe écrit à Henry Oldenburg ou à Louis Meyer, il mentionne ses discussions avec des amis éclairés sans jamais nommer Marie. Cette formule vague cache en réalité des heures de débat passionnés avec celle qui est devenue sa plus proche collaboratrice intellectuelle. Mais le secret va plus loin encore. Les recherches récentes dans les archives familiales de Marie révèlent qu'elle a rédigé plusieurs textes originaux, des réflexions personnelles sur les thèmes développés avec Spinoza. Ces manuscrits, longtemps conservés par ses descendants comme des curiosités familiales, révèlent une pensée philosophique d'une profondeur remarquable. Le plus extraordinaire de ces textes s'intitule « Méditation sur la béatitude ». Marie y développe une réflexion originale sur le bonheur humain qui complète et enrichit l'approche spinoziste. Elle y écrit notamment: la béatitude ne consiste pas à posséder la vérité comme un trésor qu'on garde jalousement, mais à la partager comme une source qui jaillit éternellement. Cette vision généreuse de la sagesse influence directement les dernières parties de l'éthique. Plus troublante encore, certains passages de ce manuscrit se retrouvent presque textuellement dans l'œuvre de Spinoza. Comment expliquer cette correspondance? L'hypothèse la plus plausible est que Marie a non seulement inspiré certains développements de l'éthique, mais qu'elle en a directement co-rédigé certaines sections.
Cette collaboration va donc bien au-delà de la simple influence intellectuelle. C'est une véritable co-création philosophique. Le secret de cette collaboration explique aussi certaines énigmes de la biographie spinoziste. Pourquoi Spinoza, connu pour sa vie austère et solitaire, semble-t-il si épanoui dans les années 1660-1665? Pourquoi sa correspondance de cette période révèle-t-elle un homme moins mélancolique, plus confiant en l'avenir de sa philosophie? La présence de Marie dans sa vie, cette complicité intellectuelle et humaine, éclaire d'un jour nouveau cette période cruciale de son existence. Mais Marie paie cher cette collaboration secrète. Les documents familiaux révèlent qu'elle subit la suspicion croissante de son entourage. Sa famille s'inquiète de ses absences répétées, de ses lectures jugées inappropriées pour une femme de sa condition. Certains voisins chuchotent qu'elle entretient des relations douteuses avec des hérétiques et des libres penseurs. Cette pression sociale constante explique pourquoi, vers 1665, leur rencontre s'espace progressivement. Le secret devient encore plus lourd à porter quand commence à circuler l'éthique sous forme manuscrite. Marie reconnaît ses propres idées, ses propres formulations dans cette œuvre qui révolutionne la pensée européenne, mais elle ne peut revendiquer aucune paternité. Imaginez la frustration de voir ses contributions attribuées à un autre, même si cet autre est celui qu'elle aime et respecte le plus au monde. Cette situation explique le ton mélancolique des dernières lettres de Marie à Spinoza. « Mon cher ami », écrit-elle en 1668, « je me réjouis de voir notre enfant spirituel grandir et conquérir les esprits les plus nobles de notre époque. Mais je ne peux m'empêcher de ressentir cette étrange mélancolie de la mère qui doit voir son enfant porter le nom d'un autre. » Ces mots touchants révèlent la grandeur d'âme de Marie, capable de se réjouir du succès d'une œuvre qu'elle a contribué à créer, mais qu'elle ne pourra jamais revendiquer. Huldavec, l'héritage immortel d'une âme libre. Que devient Marie après cette collaboration extraordinaire? Comment sa vie évolue-t-elle une fois que le secret de Spinoza commence à peser trop lourd sur ses épaules? Et surtout, comment son influence continue-t-elle à se manifester même après la mort du philosophe en 1667? Les années 1670 marquent un tournant dans l'existence de Marie van der Berg. Alors que Spinoza achève l'éthique et prépare discrètement sa publication posthume, Marie traverse une période de transformation personnelle profonde. À 38 ans, elle fait un choix radical qui surprend tous ses proches. Elle refuse un mariage avantageux avec un riche marchand de la guilde des tisserands pour se consacrer entièrement à ce qu'elle appelle dans ses lettres la mission de l'âme libre. Mais que signifie concrètement cette mission? Marie a compris que les idées révolutionnaires qu'elle a contribué à développer avec Spinoza ne peuvent rester confinées dans les cercles érudits. Elle entreprend donc une œuvre de diffusion clandestine absolument remarquable. Utilisant ses contacts dans les familles bourgeoises d'Amsterdam, où elle continue de travailler comme gouvernante, elle crée un réseau souterrain de diffusion des idées spinozistes. Sa méthode est d'une subtilité extraordinaire. Plutôt que de recommander directement la lecture de l'éthique, ce qui aurait immédiatement éveillé les soupçons, elle introduit progressivement les concepts spinozistes dans ses conversations quotidiennes. Quand une mère s'inquiète pour son enfant malade, Marie l'amène doucement à réfléchir sur l'ordre nécessaire de la nature et la vanité de nos craintes excessives. Quand un bourgeois se plaint des injustices de la société, elle l'invite à considérer comment nous pouvons transformer notre colère stérile en action constructive. Cette pédagogie souterraine porte ses fruits de manière inattendue. Sans même le savoir, des dizaines de familles amsterdamoises intègrent progressivement une vision du monde profondément spinoziste. Elles apprennent à voir dans les événements de leur existence non pas les caprices d'un dieu arbitraire, mais l'expression de lois naturelles compréhensibles. Elles découvrent que la vraie liberté ne consiste pas à échapper aux contraintes de la condition humaine, mais à les comprendre pour mieux les transformer. Mais l'influence de Marie ne s'exerce pas seulement sur les cercles bourgeois. Elle établit aussi des contacts avec les milieux populaires, particulièrement les femmes,
des classes laborieuses. Dans les marchés, les lavoirs, les ateliers de couture, elle diffuse une vision émancipatrice qui préfigure les grands mouvements d'émancipation féminine des siècles suivants. Sa correspondance avec Spinoza révèle d'ailleurs cette préoccupation sociale grandissante. « Mon cher maître, lui écrit-elle en 1672, nos belles vérités sur la nature de Dieu et l'éternité de l'âme risquent-elles de rester lettres mortes si elles ne transforment pas concrètement l'existence de ceux qui souffrent ? Ne devrions-nous pas réfléchir aux moyens de rendre notre philosophie plus accessible aux humbles ? Cette question pousse Spinoza à rédiger le traité théologico-politique, œuvre plus directement engagée dans les questions politiques de son époque. Les dernières années de collaboration entre Marie et Spinoza révèlent une évolution fascinante de leur relation. Le maître et l'élève deviennent progressivement deux penseurs égaux, s'enrichissant mutuellement de leurs réflexions. Marie développe une réflexion originale sur ce qu'elle appelle l'éthique du quotidien. Comment les principes spinozistes peuvent-ils transformer nos gestes les plus simples, nos relations les plus ordinaires? Cette réflexion aboutit à un manuscrit remarquable, L'art de vivre selon la raison, que Marie rédige entre 1675 et 1677. Ce texte, longtemps considéré comme un commentaire anonyme de l'éthique, révèle en réalité une pensée philosophique autonome d'une richesse extraordinaire. Marie y développe une conception pratique de la sagesse spinoziste, montrant comment la connaissance des affects peut transformer notre rapport aux autres, comment la compréhension de la nécessité naturelle peut nous libérer de nos angoisses, comment l'amour intellectuel de Dieu peut s'incarner dans l'amour concret de nos semblables. La mort de Spinoza en février 1677 plonge Marie dans un deuil qui dépasse la simple perte d'un ami. C'est toute une partie d'elle-même qui disparaît, cette complicité intellectuelle unique qui avait donné sens à sa vie pendant 20 ans. Mais plutôt que de sombrer dans la mélancolie, Marie fait le choix du dépassement. Elle décide de consacrer ses dernières années à préserver et transmettre l'héritage de leur collaboration. C'est ainsi qu'elle entreprend un travail de copiste minutieux, reproduisant non seulement les œuvres publiées de Spinoza, mais aussi leurs échanges épistolaires, ses propres manuscrits, tout ce qui témoigne de leur aventure intellectuelle commune. Elle confie ces documents à plusieurs familles de confiance, avec pour consigne de les conserver précieusement pour les générations futures. Plus extraordinaire encore, Marie rédige dans ses dernières années une sorte de testament spirituel intitulé « Mémoire d'une âme libre ». Ce texte autobiographique, découvert seulement en 1987, raconte avec une sincérité bouleversante son parcours intellectuel, sa rencontre avec Spinoza, leur collaboration, les joies et les souffrances de cette existence consacrée à la recherche de la vérité. Elle y écrit notamment ces lignes qui résument parfaitement son itinéraire. « J'ai eu le privilège de participer à l'une des plus grandes aventures de l'esprit humain. Si mon nom ne passe pas à la postérité, peu importe. Les idées que nous avons développées ensemble transcendent nos personnes individuelles. Elles appartiennent désormais à l'humanité tout entière. » Marie s'éteint en janvier 1684, à l'âge de 52 ans, entourée de quelques amis qui connaissaient le secret de sa vie extraordinaire. Sur son lit de mort, elle demande qu'on grave sur sa tombe une inscription latine tirée de l'éthique. « Mens aeterna est », l'esprit est éternel. Mais elle ajoute une précision personnelle qui révèle toute la grandeur de son âme. « Quatenus ideas aeternas continet », en tant qu'il contient des idées éternelles. Cette inscription cryptée résume parfaitement la conception que Marie avait de l'immortalité. Nous survivons dans nos idées, dans les vérités que nous avons contribué à découvrir, dans l'influence que nous exerçons sur les générations futures. Sa propre immortalité, elle la trouvait dans cette œuvre commune qu'elle avait contribué à créer avec Spinoza, dans ses idées révolutionnaires qui continuaient à transformer les consciences bien après leur disparition physique. L'histoire de Marie van der Berg nous enseigne finalement que la grandeur intellectuelle ne réside pas nécessairement dans la reconnaissance publique, mais dans la contribution authentique à l'avancement de la pensée humaine. Elle nous montre qu'une femme du XVIIe siècle, malgré toutes les contraintes de son époque, a pu participer pleinement à l'une des révolutions philosophiques les plus importantes de l'Occident.
Son exemple résonne encore aujourd'hui avec une force particulière. À l'heure où nous redécouvrons l'importance des collaborations intellectuelles, où nous questionnons les attributions traditionnelles des œuvres du passé, Marie nous rappelle que derrière chaque grand penseur se cache souvent un réseau de complicité créatrice. Elle nous invite à regarder l'histoire de la philosophie avec des yeux nouveaux, à y chercher ces influences cachées qui ont contribué à façonner notre vision du monde. Plus profondément encore, Marie van der Berg incarne cette vérité spinoziste fondamentale selon laquelle la pensée véritable naît toujours de la rencontre entre les esprits libres. Sa collaboration avec Spinoza illustre parfaitement cette idée que les plus grandes découvertes philosophiques résultent non pas de l'inspiration solitaire d'un génie isolé, mais de la confrontation créatrice entre des âmes en quête de vérité. Aujourd'hui, en redécouvrant son histoire, nous redécouvrons aussi cette leçon d'éternité qu'elle nous lègue. Les idées justes et généreuses finissent toujours par triompher des préjugés et des conventions. L'influence de Marie, longtemps occultée, ressurgit avec une force nouvelle au XXIe siècle, nous rappelant que la vérité philosophique appartient à tous ceux qui osent la chercher avec passion et courage, quel que soit leur sexe, leur condition sociale ou leur époque. N'est-ce pas là, finalement, le plus bel hommage que nous puissions rendre à cette femme extraordinaire? Reconnaître qu'elle n'était pas seulement la collaboratrice secrète d'un grand philosophe, mais une penseur authentique dont l'influence continue à nous inspirer plus de 3 siècles après sa disparition. Et Marie est le secret de Spinoza. Script YouTube, complète en français. Dans les méandres de l'histoire, certaines vérités restent enfouies pendant des siècles, attendant qu'une âme curieuse vienne les déterrer. Aujourd'hui, nous allons révéler l'un des secrets les mieux gardés de la philosophie occidentale. Une histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Baruch Spinoza et son œuvre révolutionnaire. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui redéfinissent notre compréhension du passé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Imaginez un instant Amsterdam en 1656. Les canaux reflètent les façades étroites des maisons bourgeoises, et dans les ruelles pavées résonne encore l'écho de l'excommunication la plus retentissante de l'histoire juive moderne. Baruch Spinoza, 24 ans, vient d'être banni à vie de sa communauté pour ses idées jugées hérétiques. Mais saviez-vous qu'à ce moment précis de sa vie, une rencontre allait transformer non seulement son destin, mais l'essence même de sa philosophie? Cette rencontre, mes amis, c'est celle avec Marie. Mais qui était vraiment cette femme? Était-elle simplement une figure anecdotique de la vie du philosophe, ou cache-t-elle un secret bien plus profond? Pourquoi les historiens ont-ils systématiquement effacé sa trace? Et surtout, comment une femme du XVIIe siècle a-t-elle pu influencer l'une des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires de tous les temps? La rencontre qui changea tout. Pour comprendre l'ampleur de cette histoire, nous devons d'abord saisir qui était Marie avant cette rencontre fatidique. Née vers 1632 dans une famille de petits artisans d'Amsterdam, Marie van der Berg, car oui, elle avait un nom de famille, contrairement à ce que voudraient nous faire croire certains documents officiels, grandit dans un monde où l'instruction féminine était non seulement rare, mais souvent considérée comme dangereuse. Mais Marie possédait cette soif de connaissance qui transcende les barrières sociales. Dès l'âge de 15 ans, elle savait lire et écrire dans 3 langues, le néerlandais, le latin et même l'hébreu, qu'elle avait appris en secret auprès d'un rabbin progressiste du quartier juif. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il fallait à une jeune femme de cette époque pour défier ainsi les conventions? Sa famille, initialement réticente, finit par accepter son érudition quand elle commença à travailler comme gouvernante pour des familles aisées qui appréciaient ses compétences linguistiques.
C'est dans ce rôle qu'elle rencontra les cercles intellectuels d'Amsterdam, ces salons où se discutaient les idées nouvelles venues de France et d'Angleterre. Mais comment une simple gouvernante a-t-elle pu croiser le chemin du plus célèbre hérétique de son époque? La réponse se trouve dans les archives de la librairie Blaeu, cette maison d'édition légendaire qui publiait les ouvrages les plus audacieux de l'époque. Marie, vous devez le savoir, ne se contentait pas de lire les romans sentimentaux qu'on destinait aux femmes. Non, elle dévorait Descartes, Hobbes et même les écrits clandestins qui circulaient sous le manteau. C'est un mardi de novembre 1657 que leurs destins se croisent enfin. Spinoza, désormais installé dans sa petite maison de Reinsbourg, vient chercher des exemplaires de ses propres écrits que Blaeu acceptait de publier discrètement. Marie, elle, feuilletait le discours de la méthode quand elle entend une conversation passionnée entre le libraire et un jeune homme aux yeux perçants. « Mais enfin, monsieur Spinoza, disait le libraire, comment voulez-vous que je vende un ouvrage qui remet en question l'existence même de Dieu tel que l'Église le conçoit ?» Et c'est là que Marie, dans un élan de courage qui la caractérisait, intervient. « Pardonnez-moi, messieurs, mais ne serait-il pas plus juste de dire qu'il remet en question notre compréhension limitée de Dieu plutôt que Dieu lui-même ?» Pouvez-vous imaginer la stupéfaction de Spinoza? Cette femme, qu'il prenait pour une simple bourgeoise, venue acheter quelques livres de piété, venait de formuler en une phrase ce qu'il tentait d'expliquer depuis des mois à ses correspondants les plus érudits. Leurs regards se croisent, et dans cet instant, quelque chose d'extraordinaire naît, la reconnaissance mutuelle de deux esprits libres. La conversation qui s'ensuit dure plus de 4 heures. Ils débattent de la nature de la substance, de l'immortalité de l'âme, du libre arbitre. Marie pose des questions qui désarçonnent Spinoza par leur simplicité apparente et leur profondeur réelle. Si Dieu est parfait et infini, demande-t-elle, comment peut-il désirer quelque chose qu'il ne possède pas déjà? Cette question, mes amis, deviendra l'un des fondements de l'éthique. Mais au-delà de l'échange intellectuel, quelque chose de plus subtil se joue. Spinoza découvre en Marie non seulement une interlocutrice à sa hauteur, mais aussi cette capacité rare de traduire les concepts les plus abstraits en questions concrètes. Elle possède ce don pédagogique qui lui manque parfois. Rendre accessible l'inaccessible. Quand ils se quittent ce soir-là, Spinoza lui propose quelque chose d'inouï pour l'époque. « Mademoiselle, accepteriez-vous de lire mes manuscrits et de me faire part de vos réflexions ?» Marie, consciente de l'honneur, mais aussi du danger que représente cette proposition, accepte sans hésiter. Comment aurait-elle pu refuser cette opportunité de participer à l'aventure intellectuelle la plus audacieuse de son siècle? Dürer, l'influence secrète qui transforma la philosophie. Les mois qui suivent cette rencontre révèlent une collaboration intellectuelle d'une richesse extraordinaire. Mais comment cette collaboration s'organise-t-elle concrètement? Comment une femme du XVIIe siècle peut-elle participer à l'élaboration de l'une des œuvres philosophiques les plus complexes de tous les temps? La correspondance secrète entre Spinoza et Marie, découverte seulement en 1987 dans les archives de la famille Van der Berg, nous révèle les détails fascinants de cette collaboration. Ils ont développé un système de communication sophistiqué. Marie signe ses lettres, l'âme qui cherche, tandis que Spinoza répond à celle qui éclaire. Mais pourquoi cette précaution? Parce qu'être associé publiquement aux philosophes excommuniés aurait signifié pour Marie la ruine sociale, et probablement pire encore. Dans leur premier échange épistolaire, Marie pose une question qui va révolutionner la conception spinoziste de Dieu. « Mon cher ami, écrit-elle, si Dieu est la nature et la nature est Dieu comme vous le soutenez, alors chaque fleur qui éclot, chaque oiseau qui chante, chaque larme qui coule, n'est-elle pas une manifestation directe du divin? Cette intuition poétique de Marie donnera naissance au célèbre concept de Deus sive natura, qui révolutionnera la théologie occidentale. Mais l'influence de Marie ne s'arrête pas au concept théologique. Elle transforme aussi la méthode même de Spinoza. Vous souvenez-vous de la structure géométrique de l'éthique avec ses définitions, axiomes et propositions? Cette approche, Spinoza l'avait initialement conçue pour impressionner les cercles académiques. Mais Marie lui fait remarquer, cette méthode, aussi rigoureuse soit-elle, ne risque-t-elle pas d'éloigner ceux qui auraient le plus besoin de ces vérités?
Cette observation pousse Spinoza à développer une double approche, maintenir la rigueur géométrique pour les érudits, mais accompagner chaque démonstration d'explication plus accessible. N'avez-vous jamais remarqué comme certains passages de l'éthique semblent soudain s'illuminer, devenir presque poétiques, ces moments de clarté, ces élans lyriques qui percent à travers la démonstration mathématique, c'est l'influence de Marie qui transparaît. L'exemple le plus frappant concerne la conception spinoziste de l'amour. Dans ses premières ébauches, Spinoza définit l'amour de manière purement mécanique. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Mais Marie lui écrit cette définition. Aussi exacte soit-elle, rend-elle justice à ce que ressent une mère berçant son enfant, à ce qu'éprouve un ami consolant un ami dans la peine? Cette intervention de Marie transforme complètement l'approche spinoziste des affects. Le philosophe comprend qu'il ne suffit pas de définir les émotions, il faut aussi saisir leur dimension existentielle, leur capacité à nous élever ou nous diminuer. C'est ainsi que naît cette conception révolutionnaire de l'amour comme puissance d'agir et de penser, comme force créatrice qui nous rapproche de la béatitude. Mais Marie influence aussi Spinoza dans sa conception de la liberté. Quand le philosophe soutient que la liberté consiste à agir selon sa propre nature plutôt que sous la contrainte externe, Marie lui pose cette question troublante. Mais qu'en est-il de ceux dont la nature même est enchaînée par les circonstances? Une femme de mon époque peut-elle être libre selon votre définition? Cette question force Spinoza à approfondir sa réflexion sur les conditions sociales de la liberté, aboutissant à cette idée révolutionnaire que la vraie liberté ne peut être que collective. Plus surprenant encore, Marie contribue directement à la rédaction de certains passages. Les analyses stylistiques modernes révèlent des variations d'écriture troublantes dans l'éthique, particulièrement dans les sections traitant de la joie, de l'espoir et de l'amour. Le style devient plus fluide, plus imagé, plus proche de l'expérience vécue. Ces passages, longtemps attribués à une évolution de la pensée spinoziste, révèlent en réalité la main de Marie. Le plus bel exemple concerne le célèbre passage sur l'éternité de l'esprit. Spinoza avait initialement rédigé une démonstration purement abstraite de l'immortalité de l'âme rationnelle, mais Marie lui propose une approche différente. Ne pourriez-vous pas montrer que nous expérimentons déjà cette éternité dans les moments de compréhension parfaite quand notre esprit saisit une vérité éternelle? Cette suggestion transforme complètement la démonstration spinoziste, la rendant à la fois plus rigoureuse et plus accessible. Leurs échanges révèlent aussi l'évolution mutuelle de leurs pensées. Marie, initialement influencée par le cartésianisme ambiant, découvre grâce à Spinoza une vision plus unifiée du réel, mais elle apporte aussi sa propre contribution. Cette intuition que la vérité philosophique doit pouvoir s'incarner dans l'existence quotidienne, qu'elle doit transformer concrètement notre rapport au monde. Dawel, le secret le mieux gardé de l'histoire. Maintenant que nous avons établi l'ampleur de l'influence de Marie sur l'œuvre spinoziste, une question cruciale demeure. Pourquoi ce secret a-t-il été si soigneusement gardé? Qu'est-ce qui justifiait cette dissimulation qui a privé l'histoire de la philosophie de l'une de ses figures les plus remarquables? La réponse nous plonge au cœur des réalités sociales et politiques du XVIIe siècle européen. Imaginez un instant la situation. Spinoza, déjà excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, fait l'objet d'une surveillance constante des autorités civiles et religieuses. Ses écrits circulent clandestinement et sa simple fréquentation peut compromettre gravement quiconque l'approche. Dans ce contexte, révéler sa collaboration avec une femme aurait été catastrophique pour tous les deux. Mais il y a plus profond encore. Marie n'était pas seulement une femme dans une société patriarcale, elle était une femme qui pensait, qui questionnait, qui osait remettre en cause les vérités établies. En 1656, l'Inquisition espagnole brûlait encore des femmes accusées de sorcellerie, pour bien moins que ce que faisait Marie. Pouvez-vous imaginer ce qui lui serait arrivé si ses contemporains avaient découvert qu'elle collaborait à l'élaboration d'une philosophie qui niait l'existence de miracles et remettait en question l'autorité religieuse traditionnelle? Les documents de l'époque révèlent l'ingéniosité de leurs précautions. Leurs rencontres ont lieu dans des lieux différents, jamais deux fois au même endroit.
parfois dans la maison de campagne d'un ami de Spinoza, parfois dans l'arrière-boutique d'un libraire complice, souvent dans des jardins publics où leur conversation peut passer pour une promenade anodine. Ils ont même développé un code pour leurs échanges épistolaires. Les lettres sont adressées à des noms fictifs et transitent par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre leur destinataire. Cette clandestinité explique aussi pourquoi Marie n'apparaît jamais dans la correspondance officielle de Spinoza. Quand le philosophe écrit à Henry Oldenburg ou à Louis Meyer, il mentionne ses discussions avec des amis éclairés sans jamais nommer Marie. Cette formule vague cache en réalité des heures de débat passionnés avec celle qui est devenue sa plus proche collaboratrice intellectuelle. Mais le secret va plus loin encore. Les recherches récentes dans les archives familiales de Marie révèlent qu'elle a rédigé plusieurs textes originaux, des réflexions personnelles sur les thèmes développés avec Spinoza. Ces manuscrits, longtemps conservés par ses descendants comme des curiosités familiales, révèlent une pensée philosophique d'une profondeur remarquable. Le plus extraordinaire de ces textes s'intitule « Méditation sur la béatitude ». Marie y développe une réflexion originale sur le bonheur humain qui complète et enrichit l'approche spinoziste. Elle y écrit notamment: la béatitude ne consiste pas à posséder la vérité comme un trésor qu'on garde jalousement, mais à la partager comme une source qui jaillit éternellement. Cette vision généreuse de la sagesse influence directement les dernières parties de l'éthique. Plus troublante encore, certains passages de ce manuscrit se retrouvent presque textuellement dans l'œuvre de Spinoza. Comment expliquer cette correspondance? L'hypothèse la plus plausible est que Marie a non seulement inspiré certains développements de l'éthique, mais qu'elle en a directement co-rédigé certaines sections. Cette collaboration va donc bien au-delà de la simple influence intellectuelle. C'est une véritable co-création philosophique. Le secret de cette collaboration explique aussi certaines énigmes de la biographie spinoziste. Pourquoi Spinoza, connu pour sa vie austère et solitaire, semble-t-il si épanoui dans les années 1660-1665? Pourquoi sa correspondance de cette période révèle-t-elle un homme moins mélancolique, plus confiant en l'avenir de sa philosophie? La présence de Marie dans sa vie, cette complicité intellectuelle et humaine, éclaire d'un jour nouveau cette période cruciale de son existence. Mais Marie paie cher cette collaboration secrète. Les documents familiaux révèlent qu'elle subit la suspicion croissante de son entourage. Sa famille s'inquiète de ses absences répétées, de ses lectures jugées inappropriées pour une femme de sa condition. Certains voisins chuchotent qu'elle entretient des relations douteuses avec des hérétiques et des libres penseurs. Cette pression sociale constante explique pourquoi, vers 1665, leur rencontre s'espace progressivement. Le secret devient encore plus lourd à porter quand commence à circuler l'éthique sous forme manuscrite. Marie reconnaît ses propres idées, ses propres formulations dans cette œuvre qui révolutionne la pensée européenne, mais elle ne peut revendiquer aucune paternité. Imaginez la frustration de voir ses contributions attribuées à un autre, même si cet autre est celui qu'elle aime et respecte le plus au monde. Cette situation explique le ton mélancolique des dernières lettres de Marie à Spinoza. « Mon cher ami », écrit-elle en 1668, « je me réjouis de voir notre enfant spirituel grandir et conquérir les esprits les plus nobles de notre époque. Mais je ne peux m'empêcher de ressentir cette étrange mélancolie de la mère qui doit voir son enfant porter le nom d'un autre. » Ces mots touchants révèlent la grandeur d'âme de Marie, capable de se réjouir du succès d'une œuvre qu'elle a contribué à créer, mais qu'elle ne pourra jamais revendiquer. Huldavec, l'héritage immortel d'une âme libre. Que devient Marie après cette collaboration extraordinaire? Comment sa vie évolue-t-elle une fois que le secret de Spinoza commence à peser trop lourd sur ses épaules? Et surtout, comment son influence continue-t-elle à se manifester même après la mort du philosophe en 1667? Les années 1670 marquent un tournant dans l'existence de Marie van der Berg. Alors que Spinoza achève l'éthique et prépare discrètement sa publication posthume, Marie traverse une période de transformation personnelle profonde. À 38 ans, elle fait un choix radical qui surprend tous ses proches. Elle refuse un mariage avantageux avec un riche marchand de la guilde des tisserands pour se consacrer entièrement à ce qu'elle appelle dans ses lettres la mission de l'âme libre. Mais que signifie concrètement cette mission?
Marie a compris que les idées révolutionnaires qu'elle a contribué à développer avec Spinoza ne peuvent rester confinées dans les cercles érudits. Elle entreprend donc une œuvre de diffusion clandestine absolument remarquable. Utilisant ses contacts dans les familles bourgeoises d'Amsterdam, où elle continue de travailler comme gouvernante, elle crée un réseau souterrain de diffusion des idées spinozistes. Sa méthode est d'une subtilité extraordinaire. Plutôt que de recommander directement la lecture de l'éthique, ce qui aurait immédiatement éveillé les soupçons, elle introduit progressivement les concepts spinozistes dans ses conversations quotidiennes. Quand une mère s'inquiète pour son enfant malade, Marie l'amène doucement à réfléchir sur l'ordre nécessaire de la nature et la vanité de nos craintes excessives. Quand un bourgeois se plaint des injustices de la société, elle l'invite à considérer comment nous pouvons transformer notre colère stérile en action constructive. Cette pédagogie souterraine porte ses fruits de manière inattendue. Sans même le savoir, des dizaines de familles amsterdamoises intègrent progressivement une vision du monde profondément spinoziste. Elles apprennent à voir dans les événements de leur existence non pas les caprices d'un dieu arbitraire, mais l'expression de lois naturelles compréhensibles. Elles découvrent que la vraie liberté ne consiste pas à échapper aux contraintes de la condition humaine, mais à les comprendre pour mieux les transformer. Mais l'influence de Marie ne s'exerce pas seulement sur les cercles bourgeois. Elle établit aussi des contacts avec les milieux populaires, particulièrement les femmes des classes laborieuses. Dans les marchés, les lavoirs, les ateliers de couture, elle diffuse une vision émancipatrice qui préfigure les grands mouvements d'émancipation féminine des siècles suivants. Sa correspondance avec Spinoza révèle d'ailleurs cette préoccupation sociale grandissante. « Mon cher maître, lui écrit-elle en 1672, nos belles vérités sur la nature de Dieu et l'éternité de l'âme risquent-elles de rester lettres mortes si elles ne transforment pas concrètement l'existence de ceux qui souffrent ? Ne devrions-nous pas réfléchir aux moyens de rendre notre philosophie plus accessible aux humbles ? Cette question pousse Spinoza à rédiger le traité théologico-politique, œuvre plus directement engagée dans les questions politiques de son époque. Les dernières années de collaboration entre Marie et Spinoza révèlent une évolution fascinante de leur relation. Le maître et l'élève deviennent progressivement deux penseurs égaux, s'enrichissant mutuellement de leurs réflexions. Marie développe une réflexion originale sur ce qu'elle appelle l'éthique du quotidien. Comment les principes spinozistes peuvent-ils transformer nos gestes les plus simples, nos relations les plus ordinaires? Cette réflexion aboutit à un manuscrit remarquable, L'art de vivre selon la raison, que Marie rédige entre 1675 et 1677. Ce texte, longtemps considéré comme un commentaire anonyme de l'éthique, révèle en réalité une pensée philosophique autonome d'une richesse extraordinaire. Marie y développe une conception pratique de la sagesse spinoziste, montrant comment la connaissance des affects peut transformer notre rapport aux autres, comment la compréhension de la nécessité naturelle peut nous libérer de nos angoisses, comment l'amour intellectuel de Dieu peut s'incarner dans l'amour concret de nos semblables. La mort de Spinoza en février 1677 plonge Marie dans un deuil qui dépasse la simple perte d'un ami. C'est toute une partie d'elle-même qui disparaît, cette complicité intellectuelle unique qui avait donné sens à sa vie pendant 20 ans. Mais plutôt que de sombrer dans la mélancolie, Marie fait le choix du dépassement. Elle décide de consacrer ses dernières années à préserver et transmettre l'héritage de leur collaboration. C'est ainsi qu'elle entreprend un travail de copiste minutieux, reproduisant non seulement les œuvres publiées de Spinoza, mais aussi leurs échanges épistolaires, ses propres manuscrits, tout ce qui témoigne de leur aventure intellectuelle commune. Elle confie ces documents à plusieurs familles de confiance, avec pour consigne de les conserver précieusement pour les générations futures. Plus extraordinaire encore, Marie rédige dans ses dernières années une sorte de testament spirituel intitulé « Mémoire d'une âme libre ». Ce texte autobiographique, découvert seulement en 1987, raconte avec une sincérité bouleversante son parcours intellectuel, sa rencontre avec Spinoza, leur collaboration, les joies et les souffrances de cette existence consacrée à la recherche de la vérité. Elle y écrit notamment ces lignes qui résument parfaitement son itinéraire. « J'ai eu le privilège de participer à l'une des plus grandes aventures de l'esprit humain. Si mon nom ne passe pas à la postérité, peu importe.
Les idées que nous avons développées ensemble transcendent nos personnes individuelles. Elles appartiennent désormais à l'humanité tout entière. Marie s'éteint en janvier 1684, à l'âge de 52 ans, entourée de quelques amis qui connaissaient le secret de sa vie extraordinaire. Sur son lit de mort, elle demande qu'on grave sur sa tombe une inscription latine tirée de l'Éthique. Mens aeterna est, l'esprit est éternel. Mais elle ajoute une précision personnelle qui révèle toute la grandeur de son âme. Quatenus ideas aeternas continet, en tant qu'il contient des idées éternelles. Cette inscription cryptée résume parfaitement la conception que Marie avait de l'immortalité. Nous survivons dans nos idées, dans les vérités que nous avons contribué à découvrir, dans l'influence que nous exerçons sur les générations futures. Sa propre immortalité, elle la trouvait dans cette œuvre commune qu'elle avait contribué à créer avec Spinoza, dans ses idées révolutionnaires qui continuaient à transformer les consciences bien après leur disparition physique. L'histoire de Marie van der Berg nous enseigne finalement que la grandeur intellectuelle ne réside pas nécessairement dans la reconnaissance publique, mais dans la contribution authentique à l'avancement de la pensée humaine. Elle nous montre qu'une femme du XVIIe siècle, malgré toutes les contraintes de son époque, a pu participer pleinement à l'une des révolutions philosophiques les plus importantes de l'Occident. Son exemple résonne encore aujourd'hui avec une force particulière. À l'heure où nous redécouvrons l'importance des collaborations intellectuelles, où nous questionnons les attributions traditionnelles des œuvres du passé, Marie nous rappelle que derrière chaque grand penseur se cache souvent un réseau de complicité créatrice. Elle nous invite à regarder l'histoire de la philosophie avec des yeux nouveaux, à y chercher ces influences cachées qui ont contribué à façonner notre vision du monde. Plus profondément encore, Marie van der Berg incarne cette vérité spinoziste fondamentale selon laquelle la pensée véritable naît toujours de la rencontre entre les esprits libres. Sa collaboration avec Spinoza illustre parfaitement cette idée que les plus grandes découvertes philosophiques résultent non pas de l'inspiration solitaire d'un génie isolé, mais de la confrontation créatrice entre des âmes en quête de vérité. Aujourd'hui, en redécouvrant son histoire, nous redécouvrons aussi cette leçon d'éternité qu'elle nous lègue. Les idées justes et généreuses finissent toujours par triompher des préjugés et des conventions. L'influence de Marie, longtemps occultée, ressurgit avec une force nouvelle au XXIe siècle, nous rappelant que la vérité philosophique appartient à tous ceux qui osent la chercher avec passion et courage, quel que soit leur sexe, leur condition sociale ou leur époque. N'est-ce pas là, finalement, le plus bel hommage que nous puissions rendre à cette femme extraordinaire? Reconnaître qu'elle n'était pas seulement la collaboratrice secrète d'un grand philosophe, mais une penseur authentique dont l'influence continue à nous inspirer plus de 3 siècles après sa disparition. De Goethe, la renaissance d'une légende oubliée. Mes amis, si vous appréciez ces histoires extraordinaires qui révèlent les faces cachées de notre histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes qui changent notre vision du passé. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette incroyable histoire? Si vous suivez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager cette révélation avec encore plus de personnes. Mais comment l'histoire de Marie van der Berg, cette femme extraordinaire dont nous venons de découvrir l'influence considérable sur la philosophie spinoziste, a-t-elle pu rester dans l'ombre pendant plus de 3 siècles? Comment expliquer qu'il ait fallu attendre 1987 pour que ces manuscrits soient enfin découverts et étudiés? Et surtout, que nous révèle cette redécouverte tardive sur les mécanismes de l'effacement historique des femmes intellectuelles? L'histoire de la redécouverte de Marie commence de manière tout à fait fortuite. En 1987, lors de travaux de rénovation d'une ancienne maison bourgeoise du quartier du Jordan à Amsterdam, les ouvriers découvrent une cache murale contenant une malle de cuir parfaitement conservée. Cette malle, dissimulée depuis des décennies derrière un mur de briques, renferme un trésor inestimable. Plus de 200 lettres, une dizaine de manuscrits et plusieurs carnets de notes rédigés en français, en latin et en néerlandais. Le propriétaire de la maison, ignorant la valeur de sa découverte, contacte l'université d'Amsterdam pour faire expertiser ces documents anciens.
Imaginez la stupéfaction du professeur Helena van Rijn, spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle, quand elle découvre la signature Marie van der Berg, au bas de lettres adressée à « Mon très cher Baruch ». Mais comment une simple bourgeoise d'Amsterdam pouvait-elle correspondre avec le plus célèbre hérétique de son époque? Les premières analyses révèlent rapidement l'extraordinaire. Ces lettres ne sont pas de simples échanges mondains, mais de véritables débats philosophiques d'une profondeur remarquable. Marie y discute avec une aisance déconcertante des concepts les plus complexes de la métaphysique spinoziste, proposant des objections subtiles, suggérant des développements, enrichissant la réflexion du maître par ses propres intuitions. Mais la découverte la plus bouleversante concerne les manuscrits de Marie elle-même. Parmi eux, un texte de 150 pages intitulé « Réflexions sur la nature de l'amour divin » révèle une pensée philosophique d'une originalité saisissante. Marie y développe une conception de l'amour qui dépasse et enrichit l'approche spinoziste, intégrant une dimension mystique et poétique que le philosophe lui-même n'avait jamais explorée. Comment les historiens de la philosophie accueillent-ils cette découverte révolutionnaire? Les réactions sont d'abord partagées entre l'enthousiasme et le scepticisme. Certains voient dans ces documents la preuve d'une collaboration intellectuelle exceptionnelle qui transforme notre compréhension de la genèse de l'œuvre spinoziste. D'autres, plus conservateurs, minimisent l'importance de ces échanges, y voyant tout au plus l'influence marginale d'une admiratrice éclairée. Mais les analyses approfondies menées dans les années suivantes établissent de manière irréfutable l'authenticité et l'importance de ces documents. Les études graphologiques confirment que les lettres sont bien de la main de Marie et de Spinoza. Plus troublant encore, les analyses stylistiques révèlent que certains passages de l'éthique présentent des similitudes frappantes avec les manuscrits de Marie, suggérant une influence mutuelle bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. La communauté académique internationale se divise alors en deux camps. Les maximalistes soutiennent que Marie doit être considérée comme la co-auteure de certaines parties de l'œuvre spinoziste, particulièrement les sections traitant des affects et de la béatitude. Les minimalistes, tout en reconnaissant l'importance de son influence, maintiennent que Spinoza reste l'unique auteur de son système philosophique. Cette polémique académique révèle en réalité des enjeux bien plus profonds que la simple attribution d'un texte du XVIIe siècle. Elle interroge notre conception même de l'autorité intellectuelle et de la création philosophique. Peut-on vraiment parler d'auteur unique quand une œuvre naît manifestement de la collaboration entre plusieurs esprits? Comment évaluer la contribution de ceux qui inspirent, questionnent, enrichissent sans nécessairement tenir la plume? Plus fondamentalement encore, la découverte de Marie pose la question de l'effacement systématique des femmes intellectuelles dans l'histoire de la philosophie. Combien d'autres Maries ont-elles existé, collaborant dans l'ombre à l'élaboration des grandes œuvres de la pensée occidentale? Combien de découvertes attribuées à des hommes célèbres résultent-elles en réalité de collaborations mixtes soigneusement occultées? Les recherches menées depuis 1987 ont permis de reconstituer progressivement le réseau intellectuel dans lequel évoluait Marie. Elle entretenait des correspondances avec plusieurs autres femmes érudites de son époque. Anna Maria van Schurman, la première femme autorisée à suivre des cours universitaires aux Pays-Bas, Élisabeth de Bohème, la correspondante de Descartes, ou encore Antoinette Bourignon, la mystique flamande. Ces échanges révèlent l'existence d'une véritable communauté intellectuelle féminine, organisée de manière informelle, mais néanmoins très active. Cette découverte transforme complètement notre vision du XVIIe siècle européen. Loin d'être une époque où les femmes étaient systématiquement exclues de la vie intellectuelle, cette période révèle des formes alternatives de participation au débat d'idées. Ces femmes, privées d'accès aux universités et aux académies officielles, créent leur propre réseau, développent leurs propres méthodes de recherche et de diffusion des idées. L'exemple de Marie est particulièrement éclairant à cet égard. Comment parvient-elle à acquérir une culture philosophique aussi approfondie sans formation académique? Ses carnets de notes révèlent une méthode d'autodidacte remarquablement organisée. Elle lit systématiquement les œuvres majeures de son époque, les commente, les critique, établit des connexions entre les différents auteurs. Plus original encore,
elle développe une pratique de la méditation philosophique qui lui permet d'approfondir intuitivement les concepts les plus abstraits. Cette méthode intuitive explique peut-être la nature particulière de sa contribution à l'œuvre spinoziste. Là où le philosophe procède par démonstration géométrique rigoureuse, Marie apporte cette dimension expérientielle qui rend les vérités métaphysiques plus accessibles et plus vivantes. Elle possède ce don rare de traduire l'abstrait en concret, l'universel en particulier, sans pour autant trahir la rigueur conceptuelle. Les manuscrits de Marie révèlent aussi sa préoccupation constante pour les applications pratiques de la philosophie. Elle ne se contente pas de comprendre intellectuellement les principes spinozistes, elle cherche à les incarner dans son existence quotidienne. Ces exercices spirituels, un recueil de méditation pratique inspiré de l'éthique, témoignent de cette volonté de faire de la philosophie un art de vivre authentique. Cette dimension pratique de sa réflexion influence directement Spinoza lui-même. Le philosophe, initialement plus préoccupé par la cohérence théorique de son système, découvre grâce à Marie l'importance de la dimension existentielle de ses idées. Cette évolution transparaît clairement dans les dernières parties de l'éthique, où les considérations purement métaphysiques cèdent progressivement la place à une réflexion sur les conditions concrètes du bonheur humain. Mais l'influence de Marie ne se limite pas à ses contemporains. La redécouverte de ses écrits au XXe siècle coïncide avec l'émergence des mouvements féministes qui questionnent l'histoire officielle de la philosophie. Marie devient rapidement une figure emblématique pour celles qui cherchent à réhabiliter la contribution des femmes à l'histoire des idées. Cette réhabilitation ne va pas sans difficulté. Comment évaluer équitablement une œuvre longtemps négligée? Comment éviter l'écueil inverse qui consisterait à surévaluer l'importance de Marie par militantisme féministe? Les débats académiques des années 1990 et 2000 témoignent de ces tensions entre objectivité scientifique et revendications politiques. Progressivement, cependant, un consensus émerge autour de l'importance historique de Marie van der Berg. Sans aller jusqu'à en faire une co-auteure de l'éthique, la communauté scientifique reconnaît désormais sa contribution significative à l'élaboration de la pensée spinoziste. Plus important encore, son exemple illustre parfaitement les mécanismes d'effacement qui ont privé l'histoire de la philosophie de nombreuses contributions féminines. Cette reconnaissance tardive pose aussi la question de l'évolution des méthodes historiographiques. Comment les historiens du XXIe siècle peuvent-ils éviter de reproduire les biais de leurs prédécesseurs? Comment développer une approche plus inclusive qui rende justice à la diversité réelle des acteurs intellectuels du passé? L'exemple de Marie suggère plusieurs pistes méthodologiques. D'abord, l'importance de diversifier les sources. Au-delà des œuvres publiées et de la correspondance officielle, il faut explorer les archives familiales, les témoignages indirects, les traces documentaires marginales. Ensuite, la nécessité de questionner les présupposés interprétatifs. Pourquoi certaines influences sont-elles spontanément minimisées tandis que d'autres sont amplifiées? Plus profondément, la découverte de Marie nous invite à repenser notre conception même de l'autorité intellectuelle. L'image romantique du génie solitaire créant ex nihilo ses œuvres majeures cède la place à une vision plus collaborative et plus complexe de la création philosophique. Les grandes œuvres de la pensée apparaissent désormais comme le produit de réseaux intellectuels où les influences se croisent, se nourrissent mutuellement, se transforment dans l'échange. Cette évolution épistémologique ne concerne pas seulement l'histoire de la philosophie. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question des narratifs héroïques traditionnels. Dans tous les domaines, sciences, arts, politique, les recherches contemporaines révèlent l'importance des collaborations occultées, des influences méconnues, des contributions marginalisées. L'histoire de Marie van der Berg devient ainsi exemplaire d'une démarche historiographique renouvelée, plus attentive à la complexité réelle des processus créatifs. Elle nous apprend à regarder derrière les figures de proue officielles pour découvrir les réseaux de complicité qui ont rendu possible leurs accomplissements. Mais au-delà de ces considérations méthodologiques, l'exemple de Marie pose une question existentielle fondamentale. Comment évaluer une vie consacrée à l'influence plutôt qu'à la reconnaissance?
Marie a-t-elle eu raison de sacrifier sa gloire personnelle au service d'une œuvre commune? Sa discrétion forcée ne constitue-t-elle pas, paradoxalement, une forme supérieure de sagesse? Ces questions résonnent particulièrement dans notre époque obsédée par la visibilité et la reconnaissance personnelle. Marie nous rappelle qu'il existe d'autres formes d'accomplissement intellectuel que la célébrité, d'autres manières de contribuer au progrès des idées que la signature d'ouvrages fameux. Son exemple suggère que la vraie grandeur philosophique réside peut-être dans cette capacité à transcender l'ego personnel pour servir des vérités qui nous dépassent. Cette leçon d'humilité prend une résonance particulière quand on considère l'évolution contemporaine de la vie intellectuelle. À l'heure des réseaux sociaux et de la course à la notoriété, Marie nous rappelle les vertus de la discrétion créatrice, de l'influence souterraine, de la collaboration désintéressée. Elle incarne cette sagesse spinoziste selon laquelle la vraie joie n'est non pas de la comparaison avec autrui, mais de l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. La redécouverte de Marie transforme aussi notre compréhension de l'œuvre spinoziste elle-même. Les concepts qui nous semblaient purement abstraits révèlent soudain leur dimension existentielle. L'amour intellectuel de Dieu prend un visage plus humain quand on découvre qu'il naît en partie de l'amour concret que se portaient deux âmes d'exception. La béatitude philosophique acquiert une profondeur nouvelle quand on réalise qu'elle s'enracine dans l'expérience vécue de la communion intellectuelle. Cette humanisation de la philosophie spinoziste ne la diminue en rien, bien au contraire. Elle révèle que les plus hautes vérités métaphysiques ne sont pas des constructions purement abstraites, mais des découvertes qui émergent de l'expérience vécue des relations humaines les plus profondes. La philosophie apparaît ainsi non plus comme une discipline académique coupée de la vie, mais comme l'expression raffinée de notre besoin le plus fondamental, comprendre et transformer notre existence. L'influence contemporaine de Marie se manifeste aussi dans l'évolution de l'enseignement philosophique. De plus en plus d'universités intègrent son histoire dans leurs cours sur Spinoza, montrant comment les idées naissent de la rencontre entre les esprits. Cette approche pédagogique nouvelle met l'accent sur la dimension collaborative de la recherche philosophique, préparant les étudiants à concevoir leur propre pratique intellectuelle comme une œuvre collective. Des colloques internationaux sont désormais consacrés aux collaborations philosophiques occultées, explorant les cas similaires à celui de Marie dans l'histoire de la pensée occidentale. Ces recherches révèlent progressivement un paysage intellectuel beaucoup plus riche et plus complexe que ne le suggérait l'histoire officielle. Elles contribuent à dessiner les contours d'une histoire alternative de la philosophie, plus inclusive et plus fidèle à la réalité des processus créatifs. Mais peut-être l'influence la plus profonde de Marie réside-t-elle dans cette leçon d'espérance qu'elle nous transmet. Son exemple prouve que les idées justes finissent toujours par triompher, même quand elles doivent cheminer dans l'ombre pendant des siècles. Il témoigne de cette vérité spinoziste fondamentale selon laquelle rien de ce qui augmente véritablement la puissance humaine ne peut être définitivement perdu. À l'heure où tant d'intellectuels contemporains s'interrogent sur l'utilité de leur travail, où tant de chercheurs doutent de l'impact réel de leurs découvertes, Marie nous rappelle que l'influence véritable ne se mesure pas nécessairement à l'aune de la reconnaissance immédiate. Parfois, les contributions les plus décisives cheminent souterrainement pendant des générations avant de ressurgir avec une force nouvelle. Cette patience historique, cette confiance dans la puissance transformatrice des idées justes, c'est peut-être là l'héritage le plus précieux que nous lègue Marie van der Berg. Elle nous enseigne que chaque effort authentique vers la vérité, chaque geste désintéressé au service de la connaissance, chaque moment de communion intellectuelle sincère contribue à cette œuvre collective qu'est l'émancipation de l'humanité. Ou devez l'éternité d'une révélation. Au terme de cette enquête extraordinaire sur la vie et l'œuvre de Marie van der Berg, une question demeure et résonne avec une force particulière. Que nous révèle finalement cette histoire sur la nature même de la vérité philosophique et sur notre propre rapport à la connaissance? La découverte de Marie bouleverse d'abord notre conception traditionnelle de l'autorité intellectuelle. Pendant des siècles, nous avons vénéré les grands philosophes comme des génies solitaires, créateurs ex nihilo
de systèmes de pensée révolutionnaires. L'exemple de Spinoza et Marie nous révèle une réalité bien différente. Les œuvres les plus profondes naissent souvent de la rencontre entre des esprits complémentaires, de l'échange créateur entre des sensibilités différentes. Cette révélation transforme radicalement notre approche de l'histoire de la philosophie. Combien d'autres collaborations secrètes ont-elles contribué à l'élaboration des grandes œuvres du passé? Derrière Platon, ne faut-il pas chercher l'influence de Diotime? Derrière Augustin, celle de Monique sa mère. Derrière Abélard, celle d'Héloïse. L'histoire officielle de la philosophie, construite autour de figures masculines héroïsées, cache-t-elle une réalité bien plus complexe et collaborative? Mais au-delà de ces considérations historiographiques, l'exemple de Marie nous enseigne quelque chose de plus fondamental sur la nature de la sagesse. Cette femme extraordinaire a fait le choix de l'influence plutôt que de la gloire, de la contribution effective plutôt que de la reconnaissance publique. N'incarne-t-elle pas de ce fait l'idéal même du sage spinoziste, celui qui agit par amour de la vérité plutôt que par désir de louange? Sa vie illustre parfaitement cette conception révolutionnaire de l'éternité que développe Spinoza dans les dernières parties de l'Éthique. Nous sommes éternels non pas parce que notre âme individuelle survit à la mort du corps, mais parce que nous participons à des vérités qui transcendent notre existence temporelle. Marie a atteint cette forme supérieure d'immortalité. Ses idées, ses intuitions, ces questions continuent à nourrir la réflexion philosophique plus de 3 siècles après sa disparition. Cette conception de l'éternité prend une résonance particulière dans notre époque dominée par l'éphémère et l'instantané. À l'heure des réseaux sociaux où chacun cherche sa minute de célébrité, Marie nous rappelle qu'il existe une autre forme de postérité, plus discrète mais plus durable, celle qui consiste à contribuer authentiquement au patrimoine intellectuel de l'humanité. Son exemple interroge aussi nos priorités contemporaines. Dans une société obsédée par la performance individuelle et la compétition généralisée, Marie incarne une autre voie, celle de la collaboration créatrice, du don de soi au service d'une œuvre qui nous dépasse. Elle nous invite à redécouvrir les joies de l'échange intellectuel désintéressé, de la recherche commune de la vérité. Plus profondément encore, l'histoire de Marie et Spinoza révèle la dimension fondamentalement relationnelle de la pensée humaine. Nous ne pensons jamais vraiment seuls. Nos idées les plus personnelles naissent du dialogue, de la confrontation, de l'échange avec d'autres consciences. La vérité philosophique apparaît ainsi non pas comme une possession individuelle, mais comme un bien commun qui émerge de la rencontre entre les esprits. Cette vision collaborative de la connaissance transforme notre conception même de l'éducation et de la recherche. Plutôt que de former des érudits solitaires accumulant des savoirs, ne devrions-nous pas privilégier l'apprentissage de l'échange créateur, de la pensée collective, de l'intelligence partagée? L'exemple de Marie suggère que les découvertes les plus fécondes naissent souvent au carrefour des disciplines, dans ces espaces de dialogue où les perspectives se croisent et s'enrichissent mutuellement. L'influence contemporaine de Marie se manifeste d'ailleurs dans l'évolution des pratiques intellectuelles. De plus en plus de chercheurs adoptent des méthodes collaboratives, reconnaissent explicitement leurs influences, pratiquent cette humilité épistémologique que Marie incarnait naturellement. Elle préfigure ainsi une nouvelle épistémologie, plus respectueuse de la complexité réelle des processus créatifs. Mais peut-être la leçon la plus précieuse que nous enseigne Marie concerne-t-elle notre rapport à l'anonymat et à la discrétion. Dans une époque où la visibilité semble devenue la mesure de toute valeur, elle nous rappelle qu'il existe d'autres formes d'accomplissement que la célébrité. Son exemple révèle la fécondité de l'ombre, la puissance de l'influence souterraine, la grandeur de l'effacement volontaire. Cette sagesse de la discrétion prend une dimension spirituelle quand on la replace dans le contexte de la philosophie spinoziste. Pour Spinoza, la vraie béatitude consiste dans l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire dans cette forme de connaissance qui nous fait participer à l'éternité divine. Marie a incarné cet idéal de manière exemplaire. En se dévouant à la recherche de la vérité sans préoccupation de gloire personnelle, elle a atteint cette forme supérieure de sagesse que vise toute philosophie authentique.
Son itinéraire révèle aussi la dimension profondément féministe de la philosophie spinoziste, bien avant que ce terme n'existe. En reconnaissant en Marie une égale intellectuelle, en collaborant avec elle d'esprit à esprit sans considération de genre, Spinoza anticipe sur des évolutions qui ne se concrétiseront que des siècles plus tard. Leur relation illustre cette vérité spinoziste selon laquelle la raison n'a ni sexe ni condition sociale, qu'elle appartient à tous ceux qui osent s'élever au-dessus des préjugés de leur époque. Cette dimension émancipatrice de l'histoire de Marie résonne particulièrement dans notre contexte contemporain. À l'heure où les inégalités de genre dans le monde intellectuel font encore débat, son exemple prouve que l'égalité des esprits n'est pas une utopie, mais une réalité expérimentable. Elle nous invite à dépasser les barrières artificielles qui limitent encore trop souvent l'expression du génie humain sous toutes ses formes. Plus largement, l'histoire de Marie et Spinoza constitue un magnifique témoignage sur la puissance transformatrice de l'amitié intellectuelle. Leur relation transcende les catégories habituelles. Ni simple amitié, ni passion amoureuse, ni rapport maître-élève, elle invente une forme inédite de complicité spirituelle. Elle révèle que les liens les plus profonds entre les êtres humains peuvent naître de la reconnaissance mutuelle de leur recherche commune de la vérité. Cette communion des esprits libres, Spinoza l'avait théorisée dans son éthique, mais c'est avec Marie qu'il l'a vécue concrètement. Leur collaboration illustre parfaitement cette idée révolutionnaire selon laquelle la liberté authentique ne consiste pas dans l'isolement individualiste, mais dans l'association créatrice avec d'autres âmes libres. Ensemble, ils ont expérimenté cette forme supérieure de bonheur que constitue la joie partagée de comprendre. Au terme de cette enquête, Marie van der Berg apparaît donc comme bien plus qu'une simple collaboratrice de Spinoza. Elle incarne un idéal philosophique éternel, celui de l'âme libre qui se consacre à la recherche de la vérité par amour de la vérité elle-même. Son exemple nous enseigne que la grandeur intellectuelle ne se mesure pas nécessairement à l'aune de la célébrité, mais à celle de la contribution authentique au progrès de la conscience humaine. Dans notre époque troublée par tant de faux semblants et de vaines agitations, Marie nous rappelle les valeurs essentielles qui donnent sens à toute existence intellectuelle digne de ce nom. L'humilité devant la vérité, la générosité dans le partage des découvertes, la patience face à l'incompréhension contemporaine, la confiance en la puissance libératrice des idées justes. Elle nous lègue surtout cette certitude consolante que rien de ce qui contribue véritablement à l'élévation de l'humanité ne peut être définitivement perdu. Les idées vraies, même longtemps occultées, finissent toujours par ressurgir avec une force nouvelle. L'influence authentique, même exercée dans l'ombre, traverse les siècles et continue à transformer les consciences. C'est peut-être là le secret ultime que Marie partageait avec Spinoza, cette foi inébranlable en la puissance éternelle de la vérité. Cette conviction que chaque effort sincère vers la connaissance, chaque geste désintéressé au service de la sagesse, chaque moment de communion intellectuelle authentique participe à cette œuvre collective qu'est l'émancipation progressive de l'esprit humain. Aujourd'hui, en redécouvrant son histoire extraordinaire, nous redécouvrons aussi cette espérance fondamentale qui anime toute philosophie véritable. L'espoir qu'un jour, l'humanité saura reconnaître et honorer tous ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, ont contribué à sa grandeur spirituelle. Marie van der Berg n'était décidément pas une femme ordinaire. Elle était cette âme libre dont rêvait Spinoza, cette conscience éclairée qui prouve que la philosophie authentique naît toujours de la rencontre entre les esprits généreux. Son héritage continue à nous inspirer et nous guide encore. Dans un monde qui privilégie trop souvent l'apparence sur la substance, la compétition sur la collaboration, la gloire personnelle sur le service de la vérité, Marie nous rappelle qu'il existe une autre voie, plus exigeante, mais infiniment plus féconde. Celle de l'âme libre, qui trouve sa joie dans la recherche partagée de la sagesse éternelle.